Bonsoir à tous, bienvenue chez SOAT. Je me présente, je m'appelle Paul Fazola, je suis un étudiant en alternance en développement au sein de la structure, je ne suis pas encore consultant. Il m'arrive de faire quelques actions par-ci par-là, que ce soit en open source, par des meet-up, des petites conférences par-ci par-là, des actions aussi chez Microsoft pour ceux qui... Il y a des MVP ici? Non, il n'y a pas de MVP, bon, tant mieux. Pour le coup, petite question juste avant qui me taraudait. Qui d'entre vous a déjà fait du développement sur la blockchain? Ah, il y en a un au fond quand même. Ah, c'est bien. Je vais pas pouvoir raconter de bêtises. À deux même. Je vais pas pouvoir raconter de bêtises, ça va être... Et deuxième petite question. Qui ne sait pas du tout ce qu'est la blockchain? Ah, bah c'est parfait. C'est super. Bon, alors déjà pour commencer, vous êtes ici chez SOAT. Qu'est-ce que SOAT? C'est une entreprise du service numérique, SS2I hein, pour les plus anciens. Une SS2I qui intervient sur plusieurs technologies. On va avoir du .NET, du Java, on va avoir du web, on va avoir du mobile, on va même avoir du, de tout ce qui est objet connecté. Il y a aussi un pôle agilité avec des experts agiles. Il va y avoir des formations puisque SOAT est depuis quelques années maintenant certifié pour pouvoir donner des formations. Et puis voilà, c'est tout un écosystème technique entouré de développeurs passionnés avec on va dire une tribu qui se forme. C'est tout un état d'esprit bienveillant. Donc si un jour l'envie vous dit, n'hésitez pas. Ça, petite phrase de recrutement. Parmi les clients de SOAT, courte introduction, on va avoir un peu de tous les bords. Ça va être de l'industriel à la plus petite entreprise. Ça va être des missions diverses et variées qui sont proposées. Euh, des missions plus ou moins poussées techniquement. Ça va être une quantité, on va dire, une pléthore de missions qui sont proposées sur tous les champs techniques et à tous les niveaux. Alors, au menu du jour, une partie théorique, comme vous avez pu le lire sur le Meetup, et évidemment une partie pratique, Tech Lab, il y a la partie Lab. Pour la partie théorique, on va se concentrer sur trois points qui sont plutôt conséquents. Normalement, on ne fait pas ça en 2 heures, mais je me suis mis comme défi de pouvoir expliquer toutes les notions, donc en partant de qu'est-ce qu'une blockchain, principe de décentralisation. On va avoir la partie sur l'Ethereum, qu'est-ce que l'Ethereum, pourquoi on va s'intéresser à cette blockchain plutôt qu'une autre. On va aussi parler un peu de tout ce qui est moyen d'exploitation de cette blockchain. Et puis après, on va faire une pause et soit on vous offre la petite collation. Pendant cette pause, n'hésitez pas à venir me poser des questions, à discuter entre vous, à trouver un binôme si jamais vous voulez faire du pair programming. N'hésitez pas parce que les labs qui vont suivre vont utiliser une technologie que vous ne connaissez pas forcément, qui se rapproche si vous êtes développeur quand même de ce que vous connaissez généralement. Mais c'est quand même mieux de travailler au moins deux. En fonction de comment ça se passe, je commenterai et je travaillerai avec vous sur le lab ou sinon j'interviendrai ponctuellement à votre demande si vous avez besoin. Eh ben on est parti. Déjà, on va pas parler blockchain. Et je préfère le dire tout de suite, on va pas beaucoup parler crypto-monnaie parce que les médias vous rabâchent le mot crypto-monnaie dans tous les sens et nous ce qui nous intéresse c'est ce qui propulse c'est les crypto-monnaies qui ne sont qu'une pâle utilisation qu'on peut faire d'une blockchain. Alors on va commencer par parler de cailloux parce que c'est bien les cailloux. Du coup, je vous modélise un petit village qui a été complètement inventé. Hein, il n'y a pas de tribu qui existe qui a fait ça, c'est vraiment dans ma tête. Je vous présente Bob et Alice, hein, les développeurs reconnaîtront. On a Bob qui cherche à vendre son poulet et Alice qui cherche à acheter de la nourriture. Et ce qui se passe, c'est que à l'époque, dans ce village, et Bob allait sur la place du marché, posait son bout de poulet sur le centre de la place et hurlait qui veut du poulet, qui veut du poulet. Évidemment, Alice interpellée puisqu'elle est pas loin, elle est dans la maison d'à côté. Elle arrive et elle fait moi je veux le poulet. Il fait d'accord, mon prix est de 2 cailloux. Il ne s'échange pas d'argent, il n'y a pas d'argent dans le village.
Bon, c'est une forme de transaction, en quelque sorte. On va avoir Alice qui donne 2 cailloux contre un poulet. Bob va alors accepter et dire d'accord, très bien, ils vont se serrer la main et c'est terminé. Oui, mais il y a un problème. Le problème, c'est que bah, des cailloux, faut les stocker, faut les transporter. On peut pas acheter plusieurs choses en même temps, sinon il faut se ramener avec un sac gigantesque. Et Bob, de son côté, lui, bah, quand il va échanger son poulet, il va avoir ces cailloux-là, il va avoir la même problématique. Il va falloir qu'il les stocke. Alors pour ça, le chef du village, il s'est dit, bah, on va faire quelque chose qui est vachement bien. C'est que bah, on va demander à une personne extérieure de veiller à ce que la transaction se fasse. Cette personne-là aura pour rôle de conserver les cailloux, de surveiller que bah, la personne qui va dépenser ses cailloux, bah, c'est bien ses cailloux à lui. Évidemment, il pourra en voler, mais c'est pas très bien. Et cette personne-là va aussi bah, constater que la transaction a été effectuée. Donc ça peut être aussi, on peut dire en bonus, une option de service après-vente si jamais le poulet, bah, c'était pas un vrai poulet. Du coup, bah, ça pourrait faire l'objet de contestation. Donc cette personne-là, on l'a appelée la banquière, hein. Du coup, bah, c'est comme ça qu'est née une banque, hein, très grossièrement dans ce village. Sauf que bah il y a encore un problème, c'est que la banquière, eh bah, imaginons qu'elle disparaisse. Genre sa maison brûle et elle est contrainte de fuir ou elle part en vacances. Et bah on n'a plus personne pour s'occuper de la transaction, de stocker l'argent. Et d'ailleurs, si la maison brûle, bah, il va falloir aller retrouver les cailloux. À qui appartiennent les cailloux? Parce que forcément, le registre aura brûlé avec la maison. Si la banquière part avec les cailloux, qu'est-ce qui se passe? Va y avoir quelques petits soucis au niveau du village. Donc du coup, si cette personne-là s'en va, on n'a plus de suivi sur les transactions, on est complètement perdu, parce que cette personne-là détenait la connaissance. Bon, banquière, quand elle s'occupe de valider une transaction, donc ça je vous parlais de la journalisation de tout ce qui se passait dans le village en termes de transactions officielles, hein. Cette personne-là, bah, du coup, elle travaille pas gratuitement, elle va pas stocker, elle va pas se faire se forcer à entretenir sa maison pour pouvoir stocker les pierres, va pas s'occuper de tout le temps aller sur la plage du village, écrire les transactions, sans avoir un petit pécule. Et du coup, bah, ils se sont dit, d'accord, très bien, si bah, j'achète un poulet, et bah, tu auras le droit à un petit caillou. Il est plutôt gros celui-là, mais ce sera plutôt un petit, hein, dans ce cas-là. Ça dépend de la banquière. Donc pour le coup, cette banquière-là, une fois qu'elle a reçu le petit pécule, bah, elle se dit, d'accord, je stocke tes pierres et oh, la transaction, je te la valide parce que je constate que bah, l'échange est équitable et que les deux parties sont d'accord. Jusque-là, tout va très bien. Je vous avais évoqué le problème que cette personne-là peut être amenée à disparaître et donc du coup, bah, ça peut mener le chaos total dans le village. Alors, on s'est dit, bah, si on doit gérer de multiples transactions et que cette personne-là elle se décide un jour peut-être à revenir, à constater de nouveaux faits, eh ben, elle va en avoir loupé quelques-uns. Et le problème, c'est que bah, dans ce village-là, on n'aime pas qu'on loupe des transactions, surtout quand elles sont officielles. Du coup, on s'est dit, eh ben, au lieu d'avoir juste une personne qui va s'occuper de faire ça, ce boulot, eh ben, en fait, on va en avoir beaucoup. Le principe de centralisation. Oui, pardon, excusez-moi. La figure que je vous ai présentée précédemment, en fait, si on la modélise sur format de nœuds demandeurs et de nœuds qui travaillent, on va avoir un principe assez simple, qui est que bah, on a 3 transactions reliées à un nœud, le nœud noir étant le nœud qui processe la transaction. Ce nœud disparaît, plus possibilité de processer la transaction. On est dans de la centralisation, c'est-à-dire que une personne domine le système. Du coup, je vous parlais d'un village complet avec bah, la distribution du rôle de banquier. Donc cette fois, on aurait exactement le même cas, ou presque, pour toutes les personnes du village qui daigneraient faire le métier en question. Et ces personnes-là, bah, au final, constateraient la transaction. Alors évidemment, Bob et Alice, eh ben, ils peuvent décider d'aller en parler au début à un ou à tel ou tel banquier. La mission des banquiers, c'est bah, qu'ils puissent se mettre tous d'accord sur l'état de l'historique. Tout le monde doit avoir le même historique, sinon bah, les banquiers vont finir par s'en mêler les pinceaux et se dire bah non, cette transaction-là, je ne l'ai pas constatée, je ne l'ai pas vérifiée, il y a un problème. Du coup, quand un nœud du réseau, c'est-à-dire un des banquiers se retrouve en face d'une transaction, et bah, elle va avertir ce réseau de cette transaction et donc tout le réseau est censé avoir intégré cette transaction. Alors là, on a vu qu'il y avait un banquier qui n'était pas d'accord.
on s'en fiche parce que en fait, on parle de décentralisation. Dans le principe de décentralisation, déjà, il n'y a plus de monopole, il n'y a plus de supériorité, c'est-à-dire que bah, on peut s'adresser à n'importe quel nœud de ce réseau pour pouvoir envoyer la transaction. Et si un nœud bah, constate que bah, la transaction s'est pas bien passée, il a peut-être eu un problème de son côté, et bah c'est pas pour autant que la transaction n'est pas valide, elle est officielle, on la constate, c'est bien deux cailloux pour un poulet. Et bah c'est pas grave parce qu'il y a une histoire d'accord qui se fait sur tout le réseau, des personnes qui disent ok, on en a une majorité, il y a un consensus qui est fait. Et ce consensus-là, bah apparemment il a l'air atteint. Bon, pour le coup, quand on remodélise ça en nœud, bah, on se retrouve avec un réseau, on est plus sur un réseau distribué d'ailleurs que décentralisé, mais du coup, il peut y avoir une centaine de banquiers dans le village, il peut y en avoir un millier. Bon, on verra pourquoi c'est pas bien encore d'avoir ce modèle-là, surtout si on transpose ça à la technologie et donc à notre époque. On va voir ça juste après, enfin par la suite. Du coup, on va parler de la blockchain. Alors, vous voyez pourquoi il me parle de cailloux et de poulet? Moi, je suis venu pour voir ce que c'est la blockchain. Et bah, on va voir que ça se rapproche pas mal du principe du village, en fait, avec quelques améliorations. Déjà, la blockchain, vous allez dire, ok, pour ceux qui connaissent, la blockchain, c'est Bitcoin, parce que le créateur du Bitcoin, c'est lui qui a créé la blockchain. Que nenni. Le créateur de la blockchain, enfin les créateurs, c'est Monsieur Haber et Madame Stornetta, qui, en 1991, ont sorti un papier de recherche qui, bah, à l'origine, c'était, bah, voilà, on a une problématique, on a un document qu'on voudrait stocker, ce document, bah, on ne veut pas le perdre, et du coup, bah, on veut faire appel à un serveur qui s'occuperait d'apposer un timestamp, donc un horodatage à partir d'une certaine date que les développeurs connaissent bien, et du coup, on pourrait avoir un système qui fait qu'à chaque fois qu'on ajoute un fichier, on prendrait l'horodatage précédent de l'ancien fichier, on le rajouterait à ce fichier-là, et on mettrait un nouvel horodatage sur le fichier en cours et on formerait une espèce de chaîne. Et au final, on peut considérer ces personnes comme des précurseurs de l'idée émanant du Bitcoin, de la blockchain, pardon. Je commence aussi à faire des regroupements. Par la suite, on a eu Wayday. Peu connu, d'ailleurs c'est une photo récente puisqu'on ne connaissait pas vraiment son visage euh, là depuis quelques années. Et ce Wayday, en 1993, par la suite de ses études, s'est dit bah tiens, ce serait pas mal qu'on ait un système de monnaie, personne ne pourrait bah, altérer, ne pourrait gouverner. Ce serait une monnaie complètement pas chaotique, mais qui serait gouvernée par un réseau. Wayday a créé le principe du Bitcoin. Bitcoin. On peut considérer ça comme la première monnaie, pas crypto-monnaie, la première monnaie qui, dans l'idée, serait décentralisée. Le problème, c'est que bah, Monsieur Wayday a essayé de mettre ça en application, pas un franc succès. Peut-être que c'est à cause de l'époque, on sait pas vraiment. Mais il y a un truc qui s'est passé quelques années plus tard, enfin quand même quelques années plus tard. Je sais pas si vous savez ce que c'est. Le trou là, juste énorme, c'est le Dow Jones, hein. Le trou énorme, et bah, c'est la crise des subprimes. En gros, il y a eu un énorme problème dans ce système de bourse qui est bah, la confiance. Les gens n'avaient plus confiance en système. Ça a commencé à se péter un peu la tronche. Tout le monde s'est dit, bah voilà, il va falloir vite que je garde mes économies, donc faut vendre massivement et je rachèterai bah, tout en bas et comme ça, bah, si ça remonte, je regagnerai de l'argent. Le problème, c'est que ça a un peu marqué les esprits. Je sais pas si moi c'était pas, j'avais pas trop conscience de cette chose-là à l'époque, mais regardez des vidéos YouTube, les gens ils sont à la bourse, les traders ils sont mais en panique. Du coup, la crise des subprimes qui est survenue, eh ben, si je lis bien, presque fin 2008, quart 2009, et ben, en 2009, il y a quelque chose, un groupe, ça se trouve une intelligence artificielle, qui s'appelle Satoshi Nakamoto. C'est un pseudonyme, parce que Satoshi Nakamoto au Japon, bah, on a interrogé. C'est quand même une extension du japonaise, on a même interrogé le monde, et les seuls Satoshi qu'on voit là, bah, on n'avait aucune connaissance de la blockchain et encore moins de l'ordinateur. Et du coup, il y a eu pas mal de recherches sur qui était cette personne. Alors, qui est cette personne? Eh ben, c'est le créateur du Bitcoin. La première personne à avoir implémenté un système décentralisé de transactions. Euh, le
La fonctionnalité était le transfert de monnaie de manière sécurisée. Et ce Satoshi Nakamoto, sous son pseudonyme, a sorti un white paper, c'est un papier qui explique tout un système. Et par la suite, c'est un combiné avec un yellow paper, qui est la partie mathématique. On comprend rien du tout, sauf les mathématiciens, c'est totalement brouillé. Et voilà, il a sorti ce principe-là, et ça a commencé à prendre en 2009. On n'en a pas entendu parler avant 2015, hein, facile. 2015, ça y est, ça a eu une espèce d'énorme hype. 2014-2015. Et c'était un peu un truc de geek, hein, au départ. Et puis on s'est vite rendu compte que certaines personnes se sont dit ce serait pas mal qu'on investisse. On va voir ça par la suite. Donc Satoshi Nakamoto, créateur du Bitcoin, premier à avoir démocratisé en quelque sorte la blockchain. Alors, trois grands principes de la blockchain. La première, c'est le consensus décentralisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un organe de contrôle qui s'occupe de dire toi c'est bon, toi tu dégages, toi c'est bon. C'est un organisme, un groupe qui va décider des actions à mener sur la chaîne. Le deuxième, point, ça va être un point très important qui est l'immutabilité des données. Comment avoir confiance en un système qui peut s'altérer en plein milieu, surtout que ce système-là va être amené à stocker un grand nombre de données. Comment on peut avoir l'assurance que cette donnée-là va pas être mutée, va pas être attaquée et changée en cours du temps. L'immutabilité des données se fait par un principe de cryptographie, d'hachage qu'on va voir par la suite. Et puis on a un autre principe qui est alors soumis à débat. Alors l'anonymat, on dit que les blockchains sont anonymes. Une blockchain n'est pas forcément anonyme, on peut le voir. On va avoir une blockchain très anonymisée qui s'appelle le Monero par rapport à une blockchain qu'on peut retracer les transactions, on peut retracer carrément jusqu'à où ça va et jusqu'au porte-monnaie réel, ça va être par exemple le cas du Ripple pour un organisme qui a la main sur tout le réseau par un principe de supériorité financière. On verra aussi ça par la suite. Et on a un principe aussi, ce qui est la signature des transactions. Alors, je voulais pas faire une slide sur ça parce que je veux pas parler de crypto-monnaie, mais c'est quand même important de dire que quand vous voulez envoyer une transaction sur un réseau de blockchain, et cette transaction-là, d'accord, certes, vous êtes anonyme, mais il faut quand même qu'on sache qui est la personne qui est derrière cette transaction, mais pas la personne physique, la personne derrière un masque. Et ce masque-là serait un système de clés, une clé privée, une clé publique. La personne qui envoie une transaction dispose d'une clé privée, il peut recevoir aussi des transactions, des faits, pas forcément de la monnaie, hein. Et la clé publique qui est accessible à tous, lisible par tous, et cette clé publique permet de pouvoir par exemple envoyer un fait, une transaction à la personne qui est associée. Évidemment, tout le monde peut lire ce qu'il se passe sur la blockchain, c'est complètement transparent, sauf si cette blockchain-là est privatisée. Je ne sais pas si vous avez eu récemment Carrefour.io qui a sorti sa propre blockchain sur le poulet, tiens, pour repasser sur le poulet. Et c'est bien, belle blockchain, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. C'est parce que on peut voir les données, mais on ne voit pas qui sont les nœuds qui s'occupent du contrôle. Donc il y a peut-être un abus possible sur le temps. On ne sait pas ce que ça va dépendre ça va être le bon vouloir de Carrefour.io. Alors oui, j'ai parlé de hash, j'ai parlé de crypté, ça ne se dit pas, mais je le dis. Une transaction, quand elle passe dans la blockchain, il y a un principe qui est que on a quand même une sécurité certaine. Excusez-moi, ça vient de bip, voilà. Et en gros, on va utiliser des principes de hachage. Qu'est-ce que le hachage déjà? Vous avez un message d'une certaine taille. Ça peut être 50 000 caractères comme 3 caractères. Une fois haché, ce message va avoir toujours la même taille. On utilise un algorithme qui permet de convertir cette chaîne-là en quelque chose dans notre cas pour la symétrie, de pas lisible, de pas réversible, excusez-moi. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a transformé cette chaîne de caractères en hash, il est quasiment impossible, c'est pas impossible, de revenir vers la valeur précédente sans avoir cette valeur-là. C'est très utilisé dans le stockage des mots de passe sur les sites internet. On ne compare pas deux mots de passe en dur, on compare deux chaînes de hash. Alors pour la blockchain, c'est le SHA-256. C'est une
Le SHA, c'était très utilisé dans le web, le SHA-1, jusqu'à qu'on ait vu qu'il pouvait y avoir des petits soucis appelés collisions. Faut savoir que niveau de sécurité 2 puissance 128, alors je me suis engueulé un peu avec la personne qui m'a aidé à faire cette slide, ça veut rien dire, hein, pour un niveau de sécurité 228, ça fait un peu genre je me la pète, mais en gros c'est le nombre de possibilités enfin le nombre de tentatives que vous allez devoir faire au maximum pour pouvoir essayer d'atteindre une collision. Qu'est-ce qu'une collision? Bah, vous achetez une chaîne AB et vous achetez une chaîne BC. La valeur de H est différente. Quoi qu'il arrive, théoriquement, si vous n'achetez pas le même message, et bah, ce H en question, bah, vous ne pourrez pas le retrouver ailleurs. Et bah, la collision montre que c'est possible, c'est totalement possible. Du coup, bah, ils se disent, ok, si on est dans une blockchain, tout est crypté, on peut avoir des collisions, c'est-à-dire qu'on peut avoir des transactions qui vont se ressembler, mais c'est pas les mêmes transactions. Du coup, ça peut péter notre blockchain. Et bah, je me suis amusé à faire le calcul hier, il était super tard, je me suis dit allez, c'est la fête. Et j'ai calculé la probabilité de collision, donc le temps qu'il va vous falloir en termes d'années pour au moins essayer d'atteindre une collision. Bah, il vous faut environ 2,69 fois l'âge de l'univers en SHA-256. Du coup, bah, on peut dire que cet algorithme de hachage est assez performant et ne risque pas de générer des collisions et donc de détruire une chaîne existante et donc de perturber tout un réseau. Alors oui, je vous parle de blockchain, je vous parle de transactions, je vous parle aussi peut-être de blocs, blockchain, chaîne de blocs. Un bloc n'est pas une transaction. Un bloc, c'est un regroupement d'une certaine quantité de transactions, c'est défini par le réseau, c'est une propriété de ce réseau. Et en gros, bah, quand vous effectuez une transaction, par exemple, allez, on va parler crypto-monnaie, enfin de monnaie. Carte bleue, vous allez à Carrefour, hop, vous rentrez votre carte bleue, vous payez votre course, hop, il y a marqué tente, paiement validé. Alors, peut-être que vous savez pas, mais c'est pas magique, c'est pas genre le terminal qui dit ah ça c'est bon, t'as l'argent sur ton compte. Ça passe par de multiples serveurs qui vont vérifier que la transaction est la bonne, qu'il y a bien la personne qui dispose d'une carte et donc dans quelque sorte d'une clé privée pour pouvoir effectuer le retrait, sinon ce serait un peu l'anarchie. Et puis bah valider que l'argent est bien sur le compte avant de le transférer d'un autre côté et puis de renvoyer le message. Bah ouais, mais le problème c'est que nous sur notre blockchain, comme c'est décentralisé, bah, on n'a pas de serveur ultra puissant partout dans le monde géré par des banques. On n'a rien. Enfin si, on a quand même quelque chose. On a des personnes, des nœuds actifs qui s'occupent de valider des transactions. Comment me direz-vous? C'est juste après. Mais déjà, faut constater une mempool. Qu'est-ce qu'une mempool? Eh ben, c'est là où sont stockées toutes les transactions qui sont vérifiées, on va dire, de manière mathématique, mais qui ne sont pas encore, qui ne peuvent pas encore être intégrées dans un bloc parce qu'il manque quelque chose. Ce quelque chose, c'est bah, il faut qu'on puisse s'assurer que cette transaction-là, et bah, on n'en a pas fait une précédemment de la même valeur et qu'au final, imaginons que je veux y envoyer 20 euros et que bah, j'avais que 20 euros sur mon compte. Mettons que je passe par un système de blockchain qui est forcément plus lent et qui va gérer un volume de transactions assez énorme par rapport bah, au monde qu'il va y avoir derrière. Et bah, imaginons que je vais envoyer 20 euros et que puis après 20 minutes plus tard j'envoie 20 euros et que ma première transaction passe tout de suite et la seconde va passer dans 10 heures, et bah on va avoir un problème. Du coup, bah, cette pool de transactions là, c'est des transactions qui sont en attente de validation. Ce qui se passe, c'est que bah, on va ajouter des transactions une à une. C'est pas la première arrivée, premier servi. Non. Les personnes qui s'occupent de valider ce nœud, ils vont avoir un intérêt financier. Du coup, chaque transaction, à chaque fois que vous envoyez une transaction, vous allez donner un petit pécule, comme le caillou hein, qu'on donnait à la banquière. Et ce petit pécule, plus il est important, plus votre transaction va passer vite. Donc plus elle va être traitée et mise dans un bloc. Ce bloc-là va être validé par la suite et ajouté au réseau. Quand on ajoute un bloc dans le réseau, eh ben, on va prévenir tout le monde. On va dire hey, c'est bon, il y a un nouveau bloc qui vient d'arriver. On passe au bloc suivant et essayer de trouver le bloc suivant. Alors, essayer de trouver le bloc suivant, en gros, ce qui se passe, c'est que je vous avais montré plein de nœuds dans tous les sens. On va avoir des nœuds qui sont passifs, des nœuds qui bah, s'occupent juste d'avoir la blockchain, donc l'ensemble de l'historique, l'ensemble des transactions qui ont été faites depuis le début sur leur machine. C'est un bloc qui, bah, ça conserve l'historique. Si jamais bah, on a un bloc qui disparaît, c'est pas grave puisqu'on aura ce bloc-là, ou même ce bloc-là
Ça dépend, mais je vous en parlerai juste après. Et ben, ce bloc-là, ben, ils ont la transaction, du coup, le réseau est l'historique est préservé et donc la blockchain est préservée. Pour le coup, un mineur passif ne fait rien, il fait juste lire. Vous pouvez envoyer éventuellement des transactions par ce biais, en sachant qu'un nœud, ça peut être un ordinateur, ça peut être une Raspberry Pi pour ceux qui connaissent, une petite carte, ça peut être un téléphone portable maintenant, il n'y a pas de souci. Et on va avoir des nœuds actifs, et c'est ceux-là qui vont nous intéresser, parce que ces nœuds actifs, eh bien tout simplement, ils vont valider les transactions et créer des nouveaux blocs. Alors pour ça, il y a plusieurs principes de validation. Je vais vous en parler d'un de manière un peu détaillée parce que c'est quand même quelque chose que vous risquez d'entendre un peu souvent. Ça fait polémique en quelque sorte. Et on va avoir un principe le deuxième principe le plus utilisé. Le premier, c'est le principe de proof of work, de preuve de travail. Le fond qu'il y a derrière, c'est des machines, c'est plein de machines qui sont dédiées à une tâche qui est de faire des calculs mathématiques. Ce qui se passe, c'est que une transaction, deux transactions, trois transactions, au bout d'un certain moment, on va remplir un bloc. Le bloc pour le Bitcoin, c'est 1 méga pour la taille du bloc et pour les transactions, c'est 1 méga, c'est-à-dire qu'on peut stocker jusqu'à X transactions, ça dépend de la taille de la transaction basiquement. Ce qui se passe, c'est que le mineur, lui, il va récupérer ces transactions-là et il va essayer de se dépêcher de façonner un bloc. Sauf que c'est pas si simple. Façonner un bloc, ça demande énormément de travail parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que sur la blockchain, il y a un principe de régulation d'ajout des blocs. Sur le Bitcoin, c'est un bloc doit être ajouté en moyenne à la blockchain toutes les 10 minutes. En moyenne. Pas plus, pas 3 blocs d'un coup, pas on attend 1 heure et on fait arriver le bloc, c'est pas la fête. Il y a un principe de régulation, comme des battements de cœur en quelque sorte. Et pour certaines blockchains, ça peut aller jusqu'à 15 secondes de temps de validation d'un bloc. Ce qui se passe, c'est que 10 minutes, c'est le temps qui est donné pour tout le réseau de mineurs. Ce sont des mineurs, des personnes qui vont s'occuper d'aller au charbon. Et ces mineurs-là, c'est une concurrence. Tout le monde est l'ennemi de tout le monde. Le but du jeu, c'est de trouver le bloc avant tout le monde. Si vous trouvez le bloc avant tout le monde, vous allez voir, c'est super cool. Sinon, va falloir recommencer. Et voilà, une machine va tourner en boucle. Ce qui se passe, c'est que le bloc, il est composé de plusieurs éléments. On va avoir l'entête qui contient, alors rapidement, ça va être la version, ça va être la difficulté actuelle du réseau, ça va être la date et l'heure du moment où ça a été ajouté, ça va être le hash du bloc précédent. Je vous rappelle que blockchain, on va avoir un principe de fonction de pointeur de hash, c'est-à-dire qu'on va intégrer le hash du bloc précédent, l'ajouter dans notre bloc, et puis après, par la suite, on va ajouter notre propre hash, on va estampiller notre bloc une fois terminé de nouvelles valeurs de hash qui seraient réutilisées par la suite. On va avoir dans la charge utile les transactions. Ces transactions-là, pour les vérifier, je vous avais parlé des deux personnes là, en 91 qui avaient fait un super papier. Et bien, 2 ans plus tard, ils ont intégré un principe qui était l'arbre de Merkel. Alors Merkel, c'est pas eux qui ont inventé le principe, mais un arbre de Merkel, c'est un arbre qui va avoir un arbre binaire, mais de haches. En gros, on va avoir une route, une racine de cet arbre, et pour chaque transaction, on va les décomposer en paquets pour avoir un certain nombre de paquets de transactions. Ces paquets-là vont représenter des feuilles, et ces feuilles-là peuvent être aussi... Pardon, ces paquets de transactions sont des feuilles. Chaque transaction va avoir son hash, et évidemment, le hash de la transaction n plus 3 va découler du hash de la transaction n plus 2, et ainsi de suite, jusqu'à atteindre la valeur racine. Le Merkle root, c'est l'arbre de Merkle, pardon. C'est un super moyen de vérifier très rapidement si une transaction doit être présente dans ce bloc ou si elle n'a rien à faire là. Alors évidemment, les transactions sont soumises à cet arbre-là, mais les blocs aussi, c'est-à-dire que on va prendre un bloc, on va avoir son hash et on va remonter jusqu'au bloc de genèse, le premier bloc existant, et on va voir si il a sa place. Au niveau de la lecture c'est une complexité moindre, log de n si je ne m'abuse. Du coup, il n'y a aucun souci au niveau algorithmique pour vérifier qu'un bloc ou une transaction a bien sa place. On va avoir un principe de récompense.
Parce qu'à chaque fois que vous validez un bloc, et c'est tout l'intérêt du mineur, je sais pas si vous avez déjà vu des reportages avec des mineurs qui chauffent dans tous les sens des machines énormes, et bah, ça chauffe, ça coûte de l'électricité et compagnie, mais bah, c'est rentable parce que à chaque fois qu'on crée un nouveau bloc et que bah, c'est vous le propriétaire, enfin celui qui a estampillé ce bloc, et bah, vous allez avoir de l'argent qui est généré. Oui, généré, comme on imprime des billets, qui est généré et intégré via la blockchain. La blockchain va s'occuper de générer l'argent, de la donner au mineur. Il dit bah voilà, tu en fais ce que tu veux, tu peux l'envoyer à n'importe qui. Généralement, le mineur se l'envoie à lui-même parce qu'il aime bien l'argent. Et du coup, bah, cette récompense-là, c'est de l'argent qui émane du réseau. Le Bitcoin, à chaque fois qu'on va créer un nouveau bloc, on est récompensé actuellement, si je ne m'abuse, je crois que c'est très récent, ça doit être c'était 6,5 bitcoins, je crois, maintenant, la récompense. Ce qui équivaut à 6,5 fois 9000 $ de récompense à chaque fois que vous trouvez un bloc. Mais c'est pas facile de trouver un bloc parce que des mineurs, des machines, il y en a une quantité terrible. Et en fait, ces mineurs-là, et bah, plus vous allez avoir de la puissance de calcul, donc plus vous allez avoir des machines performantes et bah, généralement qui consomment plus d'électricité, bah, plus vous allez avoir de puissance sur le réseau et donc plus vous allez générer des valeurs et plus vous allez résoudre un truc qui s'appelle la preuve de travail. La preuve de travail, c'est quoi? Et bah, c'est très simple de générer un bloc en fait, sans ça là. La preuve de travail, c'est basé sur une difficulté qui est imposée, que le réseau impose. Par exemple, bah voilà, je te donne un puzzle de 4 petits bouts. Puzzle de 4 bouts, ça se fait ultra rapidement. Ouais, mais plus il y a des mineurs, plus on va se retrouver avec une quantité importante de puissance de calcul, plus bah, on a toujours cette histoire de bloc qui doit être généré toutes les 10 minutes. Et donc du coup, bah, en fonction de la quantité de mineurs qu'il va y avoir sur le réseau et de l'espace-temps qu'il y a entre deux générations de blocs, et bah, il y a une notion de difficulté qui va s'altérer, qui va se modifier. Elle va peut-être devenir plus grande ou moins importante. Généralement, c'est plus grande parce qu'il y a de plus en plus de mineurs. Et bah, cette difficulté-là, c'est genre, bah voilà, le mineur, je te donne un puzzle de 25 millions de petits carrés et tu dois m'assembler le puzzle. Si tu le fais, et si tu es le premier à avoir réussi ce puzzle, eh ben, tu as la récompense. Pour le coup, pardon. Alors oui, j'y viens juste après. La récompense, donc c'est de l'argent qui est généré par la blockchain. Les frais de transaction, à chaque fois qu'on empile des transactions dans la charge utile, et ben, à chaque transaction a le petit pécule. Et ben, le petit pécule, et ben, il va s'ajouter à la récompense. En gros, à chaque fois que bah, on génère de l'argent, et bah, ce qui se passe, c'est que, et j'allais venir justement à ce principe-là, c'est que le Bitcoin, lui, tous les 4 ans, tous les 220 000 blocs, si je ne m'abuse, qui est environ tous les 4 ans pour le coup, de valider, et bah, il y a un truc qui s'appelle le halving. En gros, c'est très bien. Vous aviez 13, non, pardon, 12, imaginons, Bitcoin que je vous donnais à chaque fois que vous validiez un bloc. Bah, maintenant, vous n'aurez plus que la moitié, 6. Et tous les 4 ans, ça divise par 2 jusqu'à qu'il n'y ait plus rien en fait. Au final, on ne puisse plus distribuer de tokens. Ça peut aller jusqu'à, si je ne m'abuse, 22 millions de bitcoins en circulation. Ce qui est plutôt important puisque compte tenu du prix actuel, je vous laisse imaginer 22 millions de bitcoins ce que ça fait. Et bah du coup, bah voilà, la blockchain s'auto-régule par une notion de difficulté. Elle donne des défis à des mineurs. Ces mineurs-là doivent valider les transactions, résoudre le défi, packager le bloc. Ça génère une valeur de hash totale. Cette valeur de hash, ça va être utilisée par le bloc suivant. Et c'est comme ça que bah, on régule une blockchain. Enfin, ça, c'est pour la preuve de travail. Alors, ça revenait à ce que je voulais dire. Et ben voilà, c'est les blocs plus les blocs générés plus les fees. Plus la charge utile, plus l'empreinte du bloc, plus la preuve de travail, génère une empreinte qui est réutilisée par la suite. C'est comme ça qu'on peut aussi d'ailleurs traquer un bloc. C'est que bah, si vous allez sur n'importe quel... je vais essayer de vous le sortir. Hop, je vous l'avais préparé en démo pratique. Je suis sur un explorateur de blocs du Bitcoin. Ce qui se passe, c'est que bah, je ne vois rien, c'est super. Je vais prendre le dernier bloc généré. Et là, on peut voir ce que je vous ai dit. On va voir la notion de next block s'il existe. Par exemple, si c'est pas le dernier bloc qui a été validé. On va voir le nonce. Le nonce, en fait, c'est une valeur numérique que le mineur va devoir utiliser pour créer des variations du hash. Je pourrais
peut-être vous la sortir l'équation. Ouais, je vais la sortir après. Il y a une équation qui est faite et en gros, le but du jeu, le défi, je vous parlais de puzzle, mais en fait c'est pas vraiment un puzzle. Le défi pour un mineur, c'est de générer un hash qui a une certaine quantité de zéro en fonction de la difficulté qui est définie. Ce mineur-là, bah, il va tester plein de valeurs. Alors l'équation en question, elle est assez complexe, mais je voulais un peu banaliser. Ça va utiliser le SHA-256 et il va faire une quantité incroyable de calculs pour essayer de trouver une valeur de h qui corresponde, qui soit supérieure ou égale à la difficulté qui est demandée. Ce qui se passe, c'est que bah, il faut en faire des milliers, des millions, des milliards de calculs. Et bah, c'est pour ça que si vous avez disposé d'un mineur qui a une puissance de calcul bah, plus grande que la normale, le réseau en général, et bah, vous allez pouvoir générer beaucoup plus de valeurs de hash, donc trouver peut-être beaucoup plus rapidement la valeur pour la preuve de travail. Vous allez trouver la preuve de travail beaucoup plus rapidement, pardon. Et puis bah, à partir de là, et bah, vous allez valider le bloc et donc à vous l'argent. Alors évidemment, un petit mineur, il peut aussi trouver un bloc. Et là, c'est de la chance. C'est pas, voilà, c'est pas de la force. Hein. Un peu David et Goliath, quoi. Pour le coup. Du coup, j'en étais à vous présenter l'entête d'un bloc. Et ben, on va avoir le bloc rewrite qui est de 12,5 pardon en ce moment. Il n'a pas encore été divisé. Bitcoin, ce qui est quand même pas mal. Hein. On va avoir, si on connaît le nom de la personne qui l'a miné, ça peut être des pools. Des pools, en fait, c'est des coopératives. Coopératives, en gros, bah, on peut plus faire face, surtout pour le Bitcoin, à l'incommensurable puissance de calcul qu'il y a sur le réseau. Je vous avais mis un peu le calcul là, de la collision du SHA-256, c'était basé sur la puissance du réseau d'hier qu'il y avait au total sur Bitcoin. Donc, il faudrait 2,6 univers pour trouver une collision, parce qu'on est à 29 millions de TH par seconde, c'est-à-dire qu'on est à 29 millions fois 10 puissance 9 de H de valeur testée par seconde. Mais du coup, comparé à un mineur, imaginons en Chine, parce que les mineurs chinois ils sont assez imposants et importants, qui a une quantité incommensurable en puissance de calcul et qui peut donc calculer une quantité démesurée de H, comment on va faire pour essayer de grappiller un peu d'argent le fameux reward, et ben on va s'associer. On va faire des coopératives, on va associer notre puissance de calcul entre des mineurs qui veulent bien, et cette puissance de calcul, elle va peut-être faire un peu concurrence par rapport aux mineurs qui, eux, sont des solo miners qui, bah, eux, ont pas besoin de ça parce qu'ils sont déjà surpuissants. Ces coopératives-là restent un moyen assez efficace de pouvoir espérer, si vous êtes un mineur on va dire particulier, et bah d'essayer de grappiller des sous. Euh, on va revenir sur la présentation. Alors, le minage et la preuve de travail, comme je vous disais, les mineurs sont attirés par la récompense. Alors pas que, hein, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que plus il y a de mineurs dans la blockchain, plus on va avoir de personnes qui sont à même de valider des transactions, plus on va avoir de puissance qui va amenuire certaines attaques. Et puis, bah, l'argent, forcément, les gens sont attirés par l'argent, et donc du coup, c'est un très bon moyen d'assurer une sécurité quasi constante sur le réseau. Pas d'argent, bah, les gens vont pas faire ça gratuitement, parce qu'une machine, ça coûte... voilà. Une machine, ça coûte quand même pas mal. On va avoir le CAPEX et l'OPEX. Le CAPEX, c'est pardon, ça correspond à tout ce qui va être physique, donc tout ce que vous allez devoir acheter pour pouvoir miner. Le mineur local va coûter dans les 1000 euros, 1500 euros si vous vous débrouillez bien pour avoir une bonne puissance, jusqu'à des millions d'euros pour avoir une ferme extraordinaire de minage. On va avoir aussi l'opérationnel, ça coûte beaucoup en puissance de calcul, ça vous coûte aussi, bah, par exemple, une carte graphique peut être à même de miner. Ça fournit une puissance assez raisonnable de calcul pour pouvoir être valide. Ça dépend de la carte graphique, évidemment. Et bah, cette carte graphique-là, par exemple, on va utiliser qu'une certaine partie. Et donc, du coup, il y a une partie qui est complètement inutilisée, gâchée. Et si cette carte est détruite, parce qu'elle a trop été utilisée, bah, c'est une perte. Donc, on va avoir le coût électrique, on va avoir le coût aussi en temps, parce qu'il faut passer beaucoup de temps pour configurer son mineur. Et donc, du coup, bah, tous ces facteurs-là, c'est pas réjouissant pour faire du bénévolat. Du coup, bah, monsieur
Nakamoto s'est dit, bah, on va rajouter quelque chose qu'aime bien l'homme, et bah, l'argent. Et ça marche, pour le coup. Donc, comme je vous disais aussi, c'est pour rappel, chaque mineur tente de trouver le prochain bloc le plus rapidement possible. Si jamais bah, vous n'avez pas trouvé le bloc au bout des 10 minutes, quelqu'un l'a trouvé, ça peut être immédiat, et bah, va falloir recommencer tous les calculs parce que bah, les transactions vont être validées, il va falloir que vous repreniez un nouveau set de transactions, il va falloir que vous reprocédiez au calcul, et c'est ça qui réchauffe votre maison si vous êtes particulier, si vous êtes mis, il y a forcément des mineurs dans cette salle, j'en connais au moins deux, et bah oui, vous savez que vous êtes bien chauffé en hiver grâce à ça. Euh, Résoudre un défi pour prétendre à la récompense, pour rappel. Si vous ne résolvez pas ce défi, vous ne pouvez pas générer de bloc, vous ne pouvez pas le proposer au réseau. Vous pouvez le faire, mais le réseau va vous, par la validation par l'arbre de Merkel, va vous dire non, c'est pas bon, ton bloc il est pas bon. Et donc du coup, vous ne gagnerez pas l'argent, tout simplement. Alors, petit aparté, je vous parlais justement de ce que devait faire un mineur pour résoudre la preuve de travail. C'est très condensé, même extraordinairement condensé. Je vous invite à aller sur le site officiel de Wiki du Bitcoin qui vous donne à peu près la valeur, le calcul nécessaire. C'est très difficile à calculer. Parce qu'il y a une variable quand même, le nonce dont je vous parlais, la valeur numérique. C'est un agrégat entre le nonce, la valeur numérique, le hash du bloc, va y avoir l'arbre de Merkel de l'ensemble des transactions, va y avoir la version, va y avoir l'eurodatage qui va être intégré, et en fait on va hasher ça deux fois en SHA-256. Et le but du jeu, c'est bah, d'arriver à battre la difficulté. Et c'est très difficile à faire, mais c'est extrêmement facile à vérifier. C'est-à-dire que n'importe qui, bah, on te donne un bloc, et bah, il va dire, hop, arbre de Merkel, tout, terminé, ton bloc il est valide, ton bloc il est pas valide. Du coup, bah, ça permet de valider rapidement des blocs. Bon, de malheureusement en générer que très peu chaque journée. Mais bon, les mineurs peuvent s'allier entre eux, donc je vous parlais des coopératives de minage. C'est très intéressant en tant que mineur particulier, pas très intéressant quand vous êtes un colossal mineur, si je puis dire. Et puis, bah, on a une problématique actuelle, ce qui est que bah, je vous parlais de la Chine, bah, ils détiennent quand même une quantité phénoménale de le niveau puissance, parce que toutes les usines de cartes graphiques et compagnie sont en Chine. Alors je me suis dit, ouais, c'est très cliché de dire ça. Mais en fait, non, parce que en fait, les usines se sont rendues compte que ça leur faisait gagner plus d'argent d'utiliser leur propre carte graphique pour miner que d'en vendre. Du coup, bah, ils ont commencé à se louer des petits locaux et à générer des fermes de mineurs qui étaient quasiment gratuits, parce que leur coût de création de cartes graphiques, c'est quand même relativement minime. Et puis, bah, il y a aussi les Chinois qui ont un très grand attrait sur le minage, pour le minage, et donc du coup, bah, on se retrouve avec des fermes de mineurs qui déjà utilisent le réseau électrique urbain pour bah, s'alimenter, donc du coup ça leur coûte pas un rond, c'est super, nous on peut pas faire ça. Et donc du coup bah, on a une concentration assez extrême dans des endroits assez stratégiques géographiquement parlant. On va avoir l'Islande qui est très privilégiée parce que bah, il fait froid en Islande, donc pour refroidir les cartes graphiques bah, c'est vachement bien. Enfin cartes graphiques où ça peut être n'importe quoi d'autre, ça peut être des processeurs, ça peut être des ASIC, des appareils qui sont dédiés au minage, c'est une puce qui utilise 100% de ses capacités, contrairement à une carte graphique pour envoyer la patate. Et du coup, bah, il y a des endroits très précis, vous ne trouverez pas dans le Sahara, par exemple, une ferme de minage, c'est pas très optimisé. Et le problème, c'est que bah, ça perturbe un peu le principe qui est de décentraliser la gouvernance. Si le gouvernement, un jour chinois, oblige de traficoter des transactions, on va voir ça après, et bah, ils vont pouvoir le faire parce qu'ils détiennent une puissance de calcul qui est supérieure à celle du réseau en général. Je crois que c'est 55% ou 60%, je ne sais plus. Mais du coup, voilà, on a un problème de répartition des nœuds actifs et nœuds passifs, hein. Et on a aussi un truc, c'est miner, c'est gâcher de l'énergie. Alors attention, très écolo. C'est vrai que le minage, bah, on va s'occuper de d'essayer de trouver des blocs. Et le problème, c'est que bah, ça bouffe pas mal d'électricité. On est plutôt dans une démarche de préserver un peu notre nature. Et c'est vrai que miner, c'est un gouffre énergétique. À savoir qu'il y a à peu près un an, la puissance électrique utilisée pour le minage était à peu près équivalente à celle bah, de la République démocratique d'Irlande, si je ne dis pas de bêtises. Du coup, bah, c'est pas mal. Dans les 1% de la production mondiale. Faut savoir aussi que bah, les serveurs qui s'occupent de valider tout ce qui est Visa, Mastercard et compagnie, c'est quand même 8% de la puissance électrique mondiale, ce qui est quand même extraordinairement énorme. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Du coup, bah voilà, miner c'est gâcher de l'énergie, mais il y a d'autres protocoles de validation qu'on peut utiliser qui bah, vont régler ce problème, mais en générer d'autres.
Alors, je voulais vous parler de deux petites choses assez rapidement. On va avoir quelques petites choses marrantes, si je puis dire, sur la blockchain. Sur une blockchain, c'est par exemple le dilemme de l'oncle. Qu'est-ce qui se passe si deux blocs sont soumis en même temps à validation? On va pas dire, désolé, t'es arrivé une microseconde trop tard, tant pis, ton bloc, tu le jettes. Non, ce qui va se passer, c'est qu'on est fair play, on va mettre ces deux blocs côte à côte. Alors on se dit, mais oui, mais c'est une chaîne, c'est pas une chaîne à plusieurs maillons dans tous les sens. Comment ça marche? Et bah, tout simplement, ces deux blocs-là c'est un peu la guerre, là. Ils se disent, bah voilà, on va attendre le prochain bloc. C'est-à-dire qu'il y a des mineurs qui vont s'amuser à les miner ici, d'autres, ils sont un peu intelligents, ils minent sur les deux endroits pour essayer de trouver. Et du coup, bah, en fonction de la taille de la chaîne, du maillon de la chaîne qui va suivre, et bah, ça va être ce morceau-là ou ce morceau-là qui va devenir la blockchain, la chaîne principale. Ce qui se passe, c'est que bah, à partir du fork, imaginons qu'il y a un bloc qui est généré sur ce maillon-là de la chaîne. Bah, à partir de là, bah, ce bloc-là, bah, non, bah, tout le monde va suivre ce chemin-là. On va pas suivre ce chemin-là. Du coup, ce bloc-là, il sert plus à rien. Presque. C'est un oncle. Parce que bah, non, les oncles ne servent pas à rien quand même. Mais pour le coup, l'oncle, au niveau du Bitcoin, n'est pas utilisé. Mais il y a certaines blockchains qui l'utilisent pour renforcer leur sécurité. Je pense au protocole Ghost pour l'Ethereum. Et bah, les oncles, bah, une personne qui aura miné un bloc qui est inutile dans la blockchain, inutile, il l'est quand même, et bah, va quand même gagner un reward. Alors, du coup, deuxième aussi petit principe, ça va être l'attaque des 51%. Je vous parlais de la Chine qui détient une grande partie de la puissance de calcul. C'est tout à fait bien pour eux. Mais le problème, c'est que bah, si on détient plus de la moitié de la puissance de calcul dans le réseau, et bah, on peut faire des choses assez spéciales. Par exemple, je n'arrive plus à lire, j'envoie un coin à Alice la vendeuse. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une personne qui va vouloir attaquer une blockchain va pas pouvoir dire, bah voilà, Maurice qui a envoyé deux coins à telle personne, eh ben non, elle va envoyer que un coin ou elle va envoyer tout son portefeuille. Ça peut pas parce que il y a une histoire de signature des transactions. Et s'il n'a pas la clé privée de Maurice, eh ben, on va pas pouvoir modifier la transaction de Maurice. Du coup, une personne qui va attaquer une blockchain, c'est une personne qui va modifier ses propres transactions, puisqu'il a la clé privée. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, je vais aller sur un site e-commerce très connu, Amazon, pour le coup, faut ne pas le citer, et ils autorisent le Bitcoin. Et là, bah, derrière Amazon, je dis, bah, tiens, Amazon, je t'achète une poussette à un Bitcoin. Bon, bonne poussette. Et pour le coup, bah, c'est très bien. Pendant ce temps, bah, moi, je vais miner dans mon coin et comme eh ben non, en fait, non, j'ai pas assez de puissance de calcul. Et bah, je vais quand même traficoter ma transaction et recalculer un bloc par rapport à la chaîne précédente, recalculer ce bloc et bah, le publier. Bon, on se retrouve dans la situation de l'oncle hein, pour le moment, enfin qui va être l'oncle, on va le voir tout de suite. Le problème c'est que bah, le réseau, lui, pendant ce temps, il continue ses calculs et bah il a une chance quand même supérieure de pouvoir sortir un bloc assez rapidement. Et bah, ce qui se passe, c'est que bah, si le réseau lui génère un bloc, bah, vous aurez le temps d'en générer 0, peut-être 0,1 parce que votre puissance de calcul n'est pas suffisante. Alors pour le coup, si jamais j'arrive à en miner deux, c'est très bien. Cette blockchain-là devient, cette chaîne-là, ce maillon-là devient principal. C'est moche parce qu'il y a ma transaction modifiée. J'ai envoyé un Bitcoin à Amazon. Bon, là c'était Alice. Et bah là, je l'envoie à Bob le boucher parce que j'ai acheté une bonne pièce de bœuf. Et bah, pour le coup, c'est un peu altéré. Là, il y a un problème. Amazon ne va pas avoir son paiement, mais Bob le boucher, oui. J'aurais dépensé 2 bitcoins, alors j'en avais un seul balancé dans une transaction. C'est trop bien, parce que comme ça je peux être super riche et je peux faire tout ce que je veux. Bah non, parce que le réseau va le rattraper. Parce que pendant que vous aurez pris la peine de dépenser un max dans une puissance de calcul phénoménale pour essayer de générer des blocs à la chaîne, et bah le réseau il est beaucoup plus fort que vous, donc il va en sortir beaucoup plus des blocs. Et bah, ce qui fait que bah, vous allez redevenir un oncle. Et du coup, bah, vous ne servez à rien, en fait, en quelque sorte. Donc, ce qui se passe, c'est que bah, si vous êtes un vendeur, vous attendez un certain nombre de validations, c'est-à-dire un certain nombre de blocs qui vont être ajoutés à la blockchain pour vous assurer que la personne qui bah, essaye d'attaquer, une éventuelle personne essaierait d'attaquer cette blockchain,
et bah, ne puisse pas, au bout d'un moment, suivre la cadence, et donc bah, ce qu'il a essayé de modifier soit invalidé, et on poursuit. Généralement, on attend pour le Bitcoin ça doit être 6 validations. Je dis peut-être des bêtises, hein, je n'ai pas les notions, je suis pas très calé sur la blockchain du Bitcoin. Mais bref, on attend environ 6 validations minimum pour s'assurer que bah, c'est quasiment impossible pour une personne qui aurait dépensé des 100 et des 1000 pour avoir une puissance de transaction supérieure, comme on va le voir après, eh ben pour essayer juste d'altérer une pauvre de ces transactions. Ce serait juste ridicule. Alors dans le cas d'une attaque des 51% qui serait un succès, je pense à des blockchains qui sont beaucoup plus faibles où il y a 2 ou 3 mineurs dessus, et bah, vous arrivez avec votre ferme de mineurs chinoise et vous défoncez toute la baraque. Et là, vous allez complètement dépasser. Imaginons que vous partiez de là, la chaîne était là, vous vouliez modifier ce bloc-là, bah, vous allez créer des blocs beaucoup plus rapidement jusqu'à dépasser la chaîne. Il va y avoir un fork, ça devient la chaîne principale. Vous aurez réussi votre attaque puisque vous pourrez dépenser un coin à Amazon. Amazon va vous envoyer l'objet au bout de, mettons, bon là, ça aurait dû être 6, donc ça aurait dû être ici, mais au bout du cinquième, mettons, il vous envoie la commande. Hop, vous invalidez parce que bah, ça vous devenez le maillon principal. À partir de là, bah, le coin, vous aurez pu le dire, bah, reste dans dans mon portefeuille ou envoie-le quelque part d'autre. Et donc vous pourrez faire une attaque par double dépense. L'attaque des 51%, théoriquement on peut aller en dessous, hein. Ça peut être même 45%, 44%, il n'y a aucun problème. Mais ça reste de la théorie, ça s'est encore jamais vu à ce niveau-là, surtout sur la blockchain du Bitcoin qui est colossale en termes de puissance de calcul, je vous rappelle. Du coup, bah, problème de double dépense, c'est pas cool, c'est un des downsides. Alors, très rapidement, le proof of stake, eh ben, c'est une autre méthode de validation. Cette fois, on n'a pas de mineur, c'est terminé, donc pas de problème d'énergie à consommer, on n'a pas de dépenses dans tous les sens. On a juste un truc à faire, c'est bah, stacker. Empiler l'argent, c'est-à-dire bah voilà, je détiens une certaine quantité de crypto-monnaie, bah, crypto ou d'assets, de valeur, et bah plus je vais en avoir, plus bah, je vais avoir un certain un certain poids sur le réseau, pardon, et plus bah, on va me donner des blocs à valider, et donc bah, plus je vais gagner d'argent. Donc en gros, c'est les riches deviennent riches et les pauvres bah, deviennent riches, mais beaucoup moins vite. Ça me rappelle quelque chose. Mais voilà, le proof of stake, faut savoir que il y en a une bonne quantité hein, de processus de validation, de systèmes de preuve. Chaque fois qu'une chaîne sort avec un nouveau système, bah, on dit généralement, par exemple, celui que je connais bien, bah, le NEM, tiens. Euh, non, le NEM, c'est pas un bon exemple. Le proof of hold, il est très bien. Proof of hold, eh ben voilà, le principe c'est une personne va avoir une légitimité à partir du moment où elle va conserver ses tokens ou ses assets ou son argent dans son portefeuille. Et bah du coup, cette légitimité bah, va grandir par rapport au temps où vous gardez les jetons dans votre wallet, donc vous allez gagner encore plus d'argent. Problème, il y a toujours un problème, ça résout toujours un problème, mais ça en crée toujours des nouveaux. Et ben les gens vont avoir tendance à épargner, hein, comme les Français. Et ben on va tout garder dans on va pas générer de transactions, donc au final la blockchain va être complètement paralysée parce que tout le monde va vouloir gagner de l'argent. C'est pas terrible. Chaque nouvelle preuve va avoir son effet positif et son effet négatif. On n'a pas encore quelque chose de 100% positif. Parlons Ethereum. Alors, ça a été très rapide. Gardez vos questions pour manger, il y aura de quoi faire. L'Ethereum, ça a été créé par un petit gars de 19 ans. Enfin, petit gars. Et en fait, cette personne-là s'est associée avec un mec assez balèze, qui était assez balèze dans son temps, mais très au recul. Du coup, bah, on n'entend que parler de Vitalik Buterin, ça dépend de comment on veut le lire, mais Buterin c'est très bien. Et en fait, ce gars-là, eh ben, il s'est dit, il est parti d'un constat très simple. Alors déjà, c'est un Russe qui est parti en Suisse, et du coup, bah, comme la Suisse a tout compris au niveau des banques, et qui commence à tout comprendre au niveau du Bitcoin, bah, il a été un peu trempé dans le bain, et bah, il a un peu, le raisonnement. Il est considéré, il est adulé par ses pairs, parce que c'est quand même assez balèze de faire ce genre de système. Et bah, il a créé sa propre blockchain. Alors que des blockchains alternatives sont forquées, sont en quelque sorte dupliquées par rapport au code initial de la blockchain de Satoshi Nakamoto. Et donc du coup, bah, ils modifient, ils font leur propre tambouille. Et bah lui, il a créé quelque chose de from scratch. Ça part pas d'un fork, ça part de quelque chose de tout neuf. Et il s'est dit, bah ce serait bien qu'au lieu qu'on ait juste à s'échanger des choses, et bah qu'on puisse carrément exécuter des programmes.
Et il a dit, c'est vachement bien parce que qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis sur le Bitcoin, je peux envoyer que de l'argent. Mais qu'est-ce qui se passe si je veux vouloir payer en 3 fois? Il va falloir que je fasse 3 transactions. Il n'y a aucune confiance parce que le vendeur va pas accepter par ma simple parole que je vais envoyer juste un tiers du prix et je lui dis, bah, t'inquiète pas, dans 2 jours, je t'envoie le reste. Ça marche pas. Donc du coup, bah, l'Ethereum, de son logo magnifique, propose 2 choses principales qui sont, bah, le premier, c'est tout ce qui est contrat. Contrat comme on a d'habitude, c'est un pair, 2 paires, 3 paires, ou même juste une personne face à une machine qui va dire, bah voilà, je veux faire quelque chose, d'accord, tu vas vouloir faire cette chose, je vais te demander de faire telle chose en échange. À partir de là, le contrat s'exécute et tout le monde est content. Ça peut être par exemple virer de l'argent à mamie tous les lundis. Et bah, le contrat, lui, il va s'assurer que bah, la chose que vous avez définie à l'intérieur s'exécute de manière correcte. Toujours une histoire d'argent, on en reviendra. Il y a aussi une histoire de jetons, de tokens. Un jeton, c'est pas un coin, c'est pas une monnaie, c'est pas quelque chose qui s'échange, c'est pas forcément fiducié. Ça peut être un jeton, genre les points fidélité d'un supermarché. Vous pouvez avoir des avantages en échange de ces points-là, mais vous pouvez pas aller faire vos courses dans un supermarché et juste payer avec vos points fidélité. Ça marche pas comme ça. Un jeton, c'est un avantage que vous aurez, par exemple comme des actions d'une entreprise, et cet avantage-là est échangeable contre bah, soit de l'argent si c'est des actions, ou plus intéressant encore, des services. Par exemple, mon médecin, il va me donner une certaine quantité de jetons au départ parce qu'il commence à se mettre dans le système. Et bah, ces jetons-là, ils vont me permettre d'avoir une consultation pour le moment. Et plus bah, mon médecin va avoir de l'ampleur, plus il va être abordé de patients et de compagnie, bah, plus le jeton va être important et donc plus je vais avoir le droit à de nouveaux avantages, peut-être à 5 consultations, 10, 20, 30, 40, 50 consultations. L'avantage des tokens, c'est que bah, c'est quelque chose de facilement implémentable, tout simplement. N'importe qui peut le faire. Alors que bah, si on s'appelle Vitalik, bah, on pourrait faire un coin, donc c'est-à-dire maîtriser une blockchain de bout en bout, mais ça nécessite quand même pas mal de notions en dev et beaucoup de temps, sauf si on fork le code existant d'une blockchain, par exemple le Bitcoin. C'est facile à créer, ça permet de distribuer des jetons et donc bah, on peut penser à par exemple monter une compagnie et distribuer des tokens qui seraient des actions et les gens bah, ils investissent, ils donnent de l'argent et en échange ils ont des jetons et peut-être que ces jetons prendront de la valeur donc c'est tout là intéressant pour la personne qui va acheter ces jetons d'attendre et de voir si ça monte. Euh, voilà, en gros, il a implémenté un système qui s'appelle l'Ethereum Virtual Machine, qui est basé sur le nom de logiciel s'appelle Parity. Le langage qui découle derrière, un des langages qui est plutôt moderne et utilisé, qu'on va utiliser pour un des labs, s'appelle Solidity. C'est un condensat de plusieurs langages, je vous en parlerai après. Et puis bah, cette Ethereum Virtual Machine, elle est plutôt badass, puisque bah, vous lui envoyez des transactions, ça peut être des contrats. Je donne contre une signature de mon banquier la permission de transférer de l'argent à telle personne, et bah le contrat, vous lui donnez l'argent, elle attend la signature, il s'exécute et c'est terminé. Mais c'est pas si simple au final, parce qu'il y a pas mal de choses à faire pour pouvoir créer un contrat. On en parlera justement et on va faire aussi notre premier contrat. Et on va aussi créer notre premier token. Je sais pas si vous vous rendez compte, vous allez pouvoir le distribuer. Bon, c'est pas trop la classe parce que bon, le token sert à rien pour le moment. Mais bon, le contrat par contre il va servir, vous allez voir, ça va être super cool. Le The DAO, petite histoire rapide, l'Ethereum avait créé au moment de la création de l'Ethereum, d'ailleurs l'Ethereum est à la base un token, ça devait même pas être ça devait même pas gérer des crypto-monnaies, il devait pas y avoir d'argent derrière. Le principe, ce que voulait Vitalik, c'était on veut quelque chose qui puisse exécuter des contrats. C'est cool. Quand il y a de l'argent, c'est un peu moins cool. Mais bon, passons. The DAO, bah, c'est une comment dire, c'est une organisation décentralisée, c'est une machine qui le gère et qui s'occupe de définir des droits de manière transparente. Toi, tu peux faire ça, toi, tu as le droit de détruire la blockchain. Bon, ça, c'est peut-être Vitalik qui l'a. Toi, tu as le droit de voter, des droits de vote pour, par exemple, des propositions d'amélioration donc du code qui va permettre d'améliorer la blockchain existante ou pouvoir tout simplement, et ça c'était son but initial, de pouvoir donner des fonds à des personnes qui créent sur la blockchain de l'Ethereum. Ils ont réuni une quantité géniale d'argent, ça se compte en dizaines de millions. Et le problème, c'est que DAO s'est fait attaquer parce que l'Ethereum Virtual Machine est très performante et
très bien développé. Le problème, c'est que les contrats et tout ce qui tourne autour, bah, c'est pas forcément bien développé. D'ailleurs, on parlera d'un truc après, c'est marrant. Mais des EDAO, ils se sont fait attaquer, ils se sont fait voler tous leurs jetons. Voilà, ils ont tout perdu, des millions. Et bah Vitalik, il n'était pas trop d'accord et il s'est dit bah on va avant que les gens bah, convertissent leurs jetons en argent et partent avec la caisse, et ben on va se dépêcher de faire un rollback général, ça s'appelle un hard fork, et on va revenir à un état initial, on va invalider toutes les transactions, et c'est un retour dans le temps. Il casse un des principes de la blockchain qui est que bah, l'immutabilité des données. On aurait dû normalement bah, laisser se faire voler les dizaines de millions. Tant pis, c'est comme ça, c'est de la faute de la personne qui aura mal fait le contrat ou la chose qu'il a empilé sur la virtual machine. Mais non, il y a eu un hard fork, il y a eu un soft fork en premier puis un hard fork. Alors le hard fork c'est on revient à zéro, on revient à l'état initial, les jetons ont été remis dans le portefeuille de l'organisation. Et voilà, le problème c'est que bah, il y a eu une division de la communauté, perte de confiance, et il y a eu un nouveau coin qui est sorti, qui est l'Ethereum classique. Et l'Ethereum classique, lui, bah, ce qui se passe, c'est qu'il continue à perdurer dans son côté, et bah, l'Ethereum, lui, bah, prend son chemin. Et beaucoup de puristes diraient que bah, depuis ce jour, l'Ethereum n'est plus une blockchain sûre. Et c'est plutôt, on peut voir ça comme, bah, c'est plutôt vrai, puisque une personne peut être à même de vouloir annuler une quantité massive de transactions ou modifier quelque chose. Bon, évidemment, ça se voit, mais une question confiance, c'est pas le top. Mais bon, passons, ça reste quand même une des blockchains les plus populaires. Oui, c'est-à-dire au niveau contrat. Oui. Ah, et bah, c'est un retour dans le temps, hein. Donc bon, ça revient. Du coup, bah, il faut voir le détail d'ailleurs du hard fork. Bah, théoriquement, tous les jetons sont, enfin, toutes les transactions sont complètement supprimées puisque les blocs sont détruits. Et on revient, on repart à partir d'un bloc. Donc tout ce qui s'est passé après, bah, n'a plus lieu d'être. Alors, le même bloc, c'est-à-dire ceux qui ont été détruits? Eh bah oui. Tous les paquets de transactions, puisqu'on part on était là, on repart en arrière. Et bah toute cette chaîne-là, bah on la dégage, parce que généralement il a essayé de le faire, enfin, il l'a fait assez rapidement, parce que quand il y a eu l'attaque, il se dit bah il faut se dépêcher déjà pour éviter que la personne convertisse les tokens en fonds, et aussi idéalement bah, qu'on annule le moins de transactions possible, je pense, hein. Alors se renseigner sur l'artwork, je vous dis peut-être des bêtises, mais globalement c'était ça, et ça a généré un gros problème, une grosse discorde, et là, une bonne partie de la communauté est partie et a fondé l'Ethereum classique, qui est bah, pour eux le vrai Ethereum. Ouch. Non, 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 puisqu'en fait, l'Ethereum Virtual Machine, elle a été mise à jour depuis et ils ont patché. Mais il y a eu encore un petit coup, un script qui dit, comme on dit, une personne qui découvre un peu l'informatique a fait quelque chose de, je voulais vous le montrer, de pas cool. Il a dit, je l'ai tué accidentellement. En gros, il s'est amusé à ouvrir un peu, à essayer tous les loquets de porte et jusqu'à qu'une porte s'ouvre. En fait, il a trouvé une espèce de faille, apparemment sans le vouloir. Et en fait, ils ont perdu 300 millions de dollars. Voilà, le mec il a dit bah, je l'ai accidentellement tué. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on a un contrat. Le contrat, il était signé par plusieurs personnes. C'est-à-dire que pour que ce contrat puisse être supprimé, par exemple, ou puisse envoyer des fonds ou whatever, enfin, on s'en fiche, et bah il fallait l'accord de tout le monde. Et bah le gars sous le pseudo en question, et bah il a exécuté, il a réussi à convertir ce contrat en un contrat classique avec une seule personne, à devenir le propriétaire de ce contrat et à appeler la fonction de suicide. Et du coup, bah, ce contrat-là, il a disparu avec tous les tokens qu'il y avait. Voilà, suicide ici. Et dans les commentaires, c'est assez marrant parce que les gens savent ce qui s'est passé, donc du coup, forcément, ils rigolent avec du well done dans tous les sens. Mais voilà, cette personne-là, et c'est connu, il y a plein de t-shirts maintenant avec cette phrase-là. Je l'ai tué accidentellement. Mais voilà, c'est pas encore une fois la virtual machine qui a été il y a eu le problème, c'est juste que bah, le contrat et ce qui permet d'implémenter des contrats étant t'es encore en phase d'alpha, si je ne m'abuse, et bah du coup bah, une personne a réussi à en profiter, enfin en profiter. Il gagne pas l'argent, mais il a quand même pourri la vie de pas mal de personnes. Du coup, mais ça c'était d'ailleurs l'Ethereum coûtait pas grand chose, hein. Maintenant ils doivent avoir un peu les bulles parce que pour le coup on doit être à du 600 $ en ce moment, 700 $. Ça c'est un peu baissé, mais quand la personne dit oh tu m'énerves, j'en ai perdu 50.
Ouais, 50 fois 10 centimes, c'était bien. Mais là, 50 fois 500, ça commence à chiffrer. Bon, bref. Du coup, le principe des smart contracts, eh ben, ça date d'avant, avant tout. D'ailleurs, je vous ai pas dit, l'Ethereum, c'est né en 2015. C'est presque tout neuf, hein. Du coup, 2015, Vitalik et son collègue, ils se sont quand même inspirés de l'existant, comme un peu a dû faire Satoshi Nakamoto, et ils ont repris un principe de Nick Szabo en 93 qui a sorti un white paper qui décrivait le principe de contrat virtuel. Alors, un contrat rapidement, on va pouvoir lire, on va pouvoir écrire. Alors écrire, on... déjà pour lire un contrat, il y a un principe qui est que bah, si vous voulez lire un état du contrat, une variable ou quoi que ce soit, eh ben, vous allez pouvoir le faire gratuitement. Parce qu'il ne faut pas abuser, hein. Par contre, ajouter des faits, c'est-à-dire envoyer des commandes à ce contrat qui vont nécessiter du calcul, et ben, vu que c'est les mineurs du réseau, les personnes qui valident les transactions qui vont exécuter ces tâches-là, eh ben, il faut quand même un peu d'argent. Du coup, bah, tu payes un peu quand même. Faut pas abuser. Déployer le contrat équivaut aussi à payer. Il y a un coût pour pouvoir l'intégrer à la blockchain. Donc déployer un contrat est payant. Pour le coup, un contrat est immutable quand il est déployé. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas modifier la structure de ce contrat. Ce serait trop simple. Il suffit juste de l'ajouter, vous faites croire à votre père que PIR, que c'est bon, il peut signer, il attend ma signature et de l'argent pour pouvoir faire une transaction. Hop, je réécris le contrat. Finalement, il attend juste ma signature et pas l'argent. Terminé, le contrat s'exécute et bah, lui, il est c'est un peu ballot. Le contrat, une fois il est mis en place, il ne peut pas être modifié. On peut rajouter des données dans ce contrat sous forme de stockage, de variables et compagnie, mais on ne peut pas modifier sa structure fondamentale. Ce serait un peu abusé. Et ce contrat-là, il a quand même le droit de, comme vous avez pu le voir avec je l'ai tué accidentellement, eh ben, il a le droit de s'auto-détruire, de procéder à un suicide. Alors soit parce que sa fonction est terminée, il a réussi à envoyer de l'argent à telle personne, ou tel accord a été passé, c'est terminé, ou soit bah, il y a eu une erreur, ou la personne qui a créé ce contrat avait prévu de déployer des nouvelles versions de ce contrat par la suite et il ne voulait pas voir ce contrat actif dans le réseau, et ben, il peut faire appel à une commande pour pouvoir le suicider. Mais pour le coup, il faut qu'il ait l'autorisation. Il y a un système aussi de je vérifie que telle adresse est autorisée à procéder à telle chose ou telle fonction pardon, du contrat. Alors, exécuter des instructions dépense de l'essence, du gaz, c'est quand même mieux en anglais. Ce qui se passe, c'est que bah, vous allez donner une certaine quantité d'essence au départ. Vous allez donner bah, une instruction, dire par exemple, procède-moi à la vérification de telle ou telle signature qui a été faite, tel ou tel argent va être transféré à tel endroit. Il faut que tu me fasses ces calculs-là. Le problème, c'est que le mineur, lui, bah, ça coûte en termes de temps de calcul. Et bah, ce temps de calcul-là, il va le quantifier en gaz. Il va décrémenter la valeur que vous lui injectez au départ. Si ça atteint zéro, eh ben, vous tombez en panne d'essence. Et quand vous êtes en panne d'essence, eh ben, c'est ballot, le contrat il revert, c'est-à-dire qu'il annule tout ce qui s'est passé. C'est terminé, on rollback parce qu'on peut pas rester au milieu d'une exécution de contrat. Mais l'essence, elle vous est pas retournée par contre, hein. L'essence, elle est dépensée, c'est terminé. Parce que vous avez demandé à une machine de faire des calculs, c'est plutôt normal. Du coup, c'est très utile aussi parce que, imaginons que vous mettiez une boucle infinie dans votre contrat, vous voulez pas quand même planter la blockchain, il faudrait pas qu'un mineur s'occupe d'un contrat qui tourne à l'infini, sinon bah, il va rien gagner le pauvre. Et puis, bah, si les instructions sont trop complexes, soit vous demandez à votre développeur de diminuer un peu la complexité de ces instructions, soit et bah, vous ajoutez plus de gaz. De gaz, d'essence, tout simplement. Plus il y a d'essence, bah, plus ça va être à même de faire des transactions. Mais plus la machine va s'occuper de faire une transaction puissante, plus bah, elle va gagner de l'essence, donc du gaz qui correspond à un petit montant en Ethereum, la monnaie de la blockchain. Ce qui est plutôt bien parce qu'il y a des mineurs qui vont dire moi je veux procéder des grosses transactions qui coûtent, comme ça je vais gagner plein d'argent, bon un peu moins à court terme, mais à long terme ça va être efficace. Et des petits mineurs, eux, qui ne peuvent pas, qui n'ont pas la puissance nécessaire, parce qu'il faut aussi valider des blocs pour faire ce genre de calcul, et ben, ils ont dit, moi, je veux valider des petites transactions, donc des personnes qui ont envoyé un peu d'essence, quoi. C'est tout bénef, parce que bon, ça permet à n'importe quel mineur, qu'il soit petit ou qu'il soit plus gros, de pouvoir bah, valider quand même des contrats et, par définition, des transactions. Les tokens, c'est bah, des smart contracts. Et oui, oui, sur l'intitulé du meetup, je l'avais bien séparé, mais en fait, eh ben, c'était un piège. Un token, bah, c'est un contrat, tout simplement. On définit la propriété de ce jeton. On lui donne des instructions, par exemple,
la quantité initiale, on va avoir qui est le propriétaire, on peut avoir des fonctions qui sont réservées aux propriétaires, on va avoir des fonctions qui peuvent être réservées à des utilisateurs qui ont ces tokens à disposition, par exemple payer une consultation médecin avec le jeton comme je vous avais parlé précédemment. S'il a une certaine quantité, bah, il va pouvoir exécuter cette fonction, sinon bah, revert, hein. Du coup on dépense l'essence et c'est terminé. Et puis bah, on peut aussi avoir des fonctions plus ouvertes qui permettraient par exemple de lire l'adresse du médecin, tout simplement. Ça consomme rien, ça vous coûte rien, vous n'avez pas besoin d'avoir des jetons et ça permet bah, d'avoir un accès contrôlé à certaines composantes de votre contrat. Et ben voilà, c'est un contrat tout simplement. Un contrat, vous allez voir sur le lab, qui est plutôt simple si on implémente le strict minimum. Vous allez voir, ça peut tenir en 10 lignes, comme ça peut tout tenir en plusieurs centaines de milliers de centaines de lignes de code en fonction de bah, ce que vous voulez mettre dans ce token. Donc c'est des actifs fongibles et j'insiste beaucoup sur le fait que c'est pas forcément de l'argent. Demain, va y avoir une commission à la Cour européenne, si je crois, ou c'est en France, qui vont statuer sur la fiscalisation des mineurs, parce qu'on gagne de l'argent mais faut quand même déclarer, et aussi sur la fiscalisation des tokens et des coins. Sauf que bah, vous payez pas des taxes sur les points fidélité de votre supermarché. Et du coup, c'est il faut essayer de comprendre, c'est que bah, un token n'est pas un coin. Un token, c'est un actif. Il n'est pas forcément, il peut être fongible, mais il n'est pas forcément financier. Et voilà, les médias disent token, des fois ils disent coin. Un coin, c'est un actif financier par définition. Un token, c'est pas forcément un actif financier. Il est utilisé comme ça, mais ça devrait pas. Les tokens cohabitent au sein d'une même blockchain. Bah, par exemple, l'Ethereum est à même de pouvoir supporter des tokens, c'est-à-dire que bah, vous n'allez pas créer votre blockchain pour mettre votre token dedans. Ça s'appelle un coin, hein, peut-être. Bah voilà, j'ai une adresse qui est sur la blockchain, par exemple de l'Ethereum. Et bah, je vais pouvoir lui ajouter, bah, lui empiler des jetons que j'aurais créés moi-même, par exemple le café token, ce que vous voulez, hein. Il n'y a aucun problème. Et ils cohabitent dans le sens où bah, vous pouvez avoir plusieurs tokens du même nom. Vous pouvez avoir plusieurs, il y a des logos, des petits logos. Vous pouvez avoir le même logo pour un même token. Vous pouvez avoir aussi bah, le même auteur. C'est pas un problème parce que ce qui est la clé en quelque sorte de ce token, c'est son adresse de déploiement. Donc il peut y avoir 50 café tokens, il n'y a aucun problème. Ce qui importe, c'est que bah, la valeur unique de ce qui fait que le token est unique, c'est son adresse de déploiement. C'est facile à construire. Bah, vous allez le voir sur le lab prochain. Ça tient. Voilà, un token quand même assez pas badass, mais quand même bien sympa, ça tient là-dessus. C'est mes anti-sèches parce que je ne vais pas vous couper l'écran après. C'est plutôt facile à implémenter. Alors, je parle d'ERC ici. ERC, c'est pour Ethereum. Pardon. C'est pour Ethereum. D'ailleurs, c'est EIP maintenant. C'est Ethereum Request for Comment. En gros, c'est des personnes qui proposent des améliorations. Là, c'est pour des jetons. Et en gros, l'amélioration numéro 20 qui a été proposée, elle a été adoptée massivement. Elle est devenue très populaire parce que c'est comment définir le standard d'un token. Il faut savoir que des ERC, il y en a à l'appel, hein. Vous pouvez aller voir sur le GitHub d'Ethereum, vous allez dans les issues, dans les issues et vous allez avoir plein de EIP ou de ERC, ça veut dire globalement la même chose, et c'est des personnes qui proposent des nouveaux standards qui sont adoptés ou pas par certains composants ou certains sites internet. Le ERC20 c'est un des plus connus, un des plus utilisés. C'est un standard qui permet d'avoir une certaine norme. Il faut que ce token ait telle ou telle fonction pour pouvoir lire telle ou telle chose pour pouvoir faire ça. Et après le reste vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais le ERC20 c'est ce qu'on va implémenter nous, c'est un token ERC20. Et c'est un standard. Quoi qu'il arrive, et il faut savoir que c'est pas le seul standard qui existe pour un token. Vous pouvez créer même votre propre standard si vous êtes enjoué, il n'y a pas de souci.